Je suis Isabelle Pessoury, donc je m'occupe du marketing de WIM. Et donc, WIM, je pense que la plupart d'entre vous connaissez parce que la plupart des gens présents sur le webinaire sont des consultants qui font partie de la communauté. C'est en pensant à vous en tout premier lieu qu'on a décidé d'organiser ces webinaires. C'est une première pour nous. Et donc, Pierre va inaugurer cette série de webinaires qu'on met en place pendant le confinement. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est on met en relation voilà, tous les talents de notre consultant, de notre communauté. On a aujourd'hui plus de 850 talents, donc qui sont des consultants en stratégie, en management de très haut niveau, avec des clients dans tous les secteurs. Donc, le but de cette série de webinaires, c'est vraiment d'apporter de la valeur en partageant les expertises de chacun sur des sujets qui peuvent intéresser la communauté. Donc nous, on est en train de se lancer sur les webinaires, donc surtout, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire ce qui pourrait vous intéresser, à nous dire ce qui vous a apporté de la valeur, ce qui aurait pu vous en apporter plus, parce qu'on est vraiment en train d'apprendre et on veut le faire avec vous. Et le but, c'est vraiment de vous être utile. Donc, on est très intéressé par vos retours. Donc, je vais introduire Pierre, donc Pierre Bisolon, qui est le premier donc, à inaugurer nos webinaires, comme je disais, donc notre pionnier, qui est membre de la communauté WIM. Il est donc consultant et manager de transition sur les thèmes du digital, de la communication et du change management, donc qu'on va aborder aujourd'hui. Il accompagne les entreprises dans leur transformation en optimisant la contribution business du digital et il est Scrum Master. Et donc aujourd'hui, on va vraiment faire une conférence sur ces sujets phares, puisqu'il va nous parler de la stratégie digitale qui devrait représenter dans 2 ans plus de 50% des investissements publicitaires au niveau mondial. Et donc, sans stratégie, la seule certitude, c'est que les campagnes de marketing et de communication risquent de perdre, de dégrader leur ROI. Donc, Pierre, je te laisse la parole pour que tu nous fasses ta présentation. Sur des petits sujets d'intendance, je vois que vous avez bien commencé, donc n'hésitez pas à nous parler plutôt dans l'onglet converser que dans l'onglet Q&R, là, comme ça on peut. Moi, je me loguerai, j'aurai toujours un œil sur la partie converser pour pouvoir répondre à tout le monde. Donc, bonjour à tous ceux qui ont déjà dit bonjour. Et donc, vous voyez pas le support, Nabila? Parce que normalement, on voit, moi, je vois le. Est-ce que vous pouvez me dire dans Converser si vous voyez bien le support avec écrit oui, mais oui, c'est bon? Oui, ok. La plupart des gens le voient. Ok. Donc, dans Conversation, moi, je regarderai, j'aurai des questions. Les questions, ce sera plutôt à la fin. Et puis, donc, on va faire 45 minutes de présentation, 15 minutes de questions. Et moi, je me noterai bien les questions pendant la conférence pour pouvoir les poser à Pierre quand le moment sera venu. Donc voilà, Pierre, je te laisse la parole. Et puis, merci à vous tous d'être présents. On est une cinquantaine déjà en ligne, donc on est content pour ce premier webinaire. Ok, merci beaucoup Isabelle. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire donc, sur la stratégie digitale. Vous allez voir, on va pendant ce webinaire avoir un angle marketing et communication sur le sujet digital. Et surtout, on va avoir deux approches. Une approche vraiment purement stratégique pour rappeler les bonnes questions ou les bonnes opportunités digitales que les entreprises peuvent saisir. Et puis, une deuxième dimension, alors il faudrait peut-être que les participants mettent leur micro en muet, si ce n'est pas fait, de façon à ce qu'on n'ait pas trop de bruit de fond, ça serait pas plus mal. Voilà, si vous pouvez le faire, c'est top. Et puis, on va en parallèle aussi regarder les applications concrètes très opérationnelles, parce que c'est vrai qu'au niveau de l'entreprise, on est souvent très, très, très opérationnel. Et la stratégie, c'est quelque chose qui passe un petit peu derrière. Et souvent, on est face à cette situation où on a beaucoup, beaucoup de plans d'action et surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Et finalement, en amont,
peu de stratégie. Je parle bien sûr de la partie digitale, ce qui paraît extrêmement curieux. Isabelle le rappelait en intro, c'est vrai qu'à horizon 2 ans, d'après les projections, 50% des dépenses publicitaires mondiales devraient être faites sur le digital. Donc ça veut dire que nos anciens médias traditionnels vont se partager les 50 autres pourcents. Voilà, donc la hiérarchie des leviers va significativement changer. Donc, ne pas avoir de stratégie digitale, et là, on avait prévu un petit sondage. Je ne sais pas, Isabelle, si tu l'as sous la main ou si tu Oui, peux il le... est lancé normalement. Vous pouvez déjà Ok, répondre. Ouais, super. Alors, je ne le il vois est. pas, mais c'est génial si vous l'avez. Ça serait Ouais. intéressant d'avoir votre feedback, voir si vous avez le même ressenti que l'expérience que je peux avoir dans le cadre soit des postes que j'ai eus, soit sinon des missions que j'ai pu mener auprès de mes clients. Et en fait, l'enjeu, il est vraiment là. C'est pour ça qu'on avait envie de parler avec Vin de ce thème. Il est de rééquilibrer les deux dimensions. Avoir certes des plans d'action digitaux, c'est intéressant, mais surtout d'avoir en amont bâti une stratégie et défini une stratégie. Alors juste si je peux faire un petit point, est-ce que tout le monde voit le sondage qui est normalement en bas? Donc, on vous demandait si vos clients ou vos entreprises disposent d'une stratégie digitale claire. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, donc je pense que vous ne l'avez pas vu. Il devrait apparaître en bas. Vous l'avez vu? Ah oui, là, j'ai une réponse. Donc, si vous pouvez juste prendre 2 secondes pour répondre, et puis après, Pierre reprend. Ouais. Manifestement, il n'a pas l'air d'être très vu. Non, vous ne Bon, voyez pas. Bon, bah en tant même pis. temps, c'est pas majeur, Isabelle. C'est pas grave, ouais. C'est pas majeur. Non. On pourra en discuter tout à l'heure, Mm, tranquillement, après la mm. présentation. Donc, ce que je vais vous dérouler s'appuie sur une méthodologie qu'on a mis en place, qui sont les ateliers de codigitalisation, où en 2 jours, en s'enfermant et en travaillant de manière collaborative avec une équipe marketing d'une entreprise, on va pouvoir définir en fait la stratégie marketing et le plan d'action digital de l'entreprise. Donc, on va construire la stratégie de plan d'action digital, on va bâtir notre tableau de bord, donc ça veut dire qu'on a défini les KPI, et puis on va anticiper l'organisation et les sous-projets, qui est souvent compliqué sur la partie digitale pour les entreprises, parce que la plupart des projets s'imbriquent, donc ce n'est pas obligatoirement évident à piloter quand on n'a pas une culture digitale forte. Donc voilà concrètement comment ça se déroule. Si on est un peu rationnel, on se dit que chaque carré fait une demi-journée, puisqu'on est en 2 jours au total, mais ça ne se passe jamais comme ça. En tout cas, on a une première partie où on va regarder un petit peu là où on en est. Donc, bien entendu, nous, dans ce format-là, on a préparé cette partie diagnostic pour échanger avec les équipes clients de l'entreprise. Ensuite, on va construire la stratégie digitale. Donc, c'est ça que je vous propose de dérouler et de détailler aujourd'hui. On va construire ensuite le plan d'action digital. Bien sûr, plus la stratégie est claire, plus la construction du plan d'action est facile et relativement évidente et non discutable au bout d'un moment. Si par contre on est mou dans la stratégie, c'est certain qu'il y a plein d'options au niveau du plan d'action. Et ça, c'est un problème. Et puis à la fin, on va construire le plan d'action. Voilà, quelques clients avec lesquels on l'a déroulé sont... Il y a pas mal d'autres clients, on a fait à peu près 80 ateliers à ce jour, donc il y a pas mal d'autres marques. Alors, on va rentrer maintenant dans le process. Là, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. C'est des choses qu'on connaît tous, on les fait tous dans nos métiers respectifs. L'audit digital, donc on va regarder s'il y a une stratégie marketing et communication qui existe. En général, celle-là, elle y est dans à peu près tous les cas. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder s'il y a un pendant digital. Ça, souvent, on n'a rien, ou en tout cas, on n'a pas de déclinaison digitale du plan de communication ou éventuellement du plan marketing, puisque c'est vrai que le digital va interfacer avec l'ensemble des leviers du mix. Ensuite, on regarde quelle est l'architecture digitale qui a été construite par la marque. Donc, l'architecture digitale, ça va être tous les points de contact, ce qu'on appelle les touchpoints dans le jargon, que la marque a organisé pour engager et interagir avec ses cibles. On va regarder le plan d'action, le tableau de bord, les KPI, et puis on va identifier des pistes d'optimisation, dont les quick wins. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont basiques, simples, qu'on a l'habitude de mettre en place. Ce qui est plus intéressant, là je vais rentrer vraiment sur les points de travail et les points qui sont relativement complexes, en tout cas qui constituent des marges de progrès fortes pour les entreprises. Premier point, c'est les objectifs digitaux. Alors, ça paraît extrêmement simple de travailler un objectif, on a tous l'habitude de le faire, on sait ce qu'on va atteindre
à la fin de l'année, mais par contre, c'est vrai que le digital twiste un petit peu les choses et on doit aborder les choses de manière différente. La première question qu'on peut se poser et qu'il faut se poser, en tout cas, c'est une autre façon de penser, c'est un autre mindset qu'il faut qu'on trouve sur la partie digitale par rapport à ce on a l'habitude de faire avec la communication et le marketing traditionnel, c'est qu'est-ce qui rend ce digital unique en fait? Pourquoi est-ce qu'il est différent des médias traditionnels et qu'est-ce qu'il peut amener? Alors, est-ce que, rapidement, je ne sais pas s'il y en a qui veulent dans le chat là, partager une ou deux idées, qu'est-ce qui fait que le digital est différent? Est-ce que vous avez des idées? Non, pas d'interaction? Alors, si, l'instantanéité, ça c'est clair, hein, donc on est dans du temps réel, et puis donc le plus rapide, hein, ça c'est le temps réel, donc ça effectivement, la personnalisation de l'expérience, le mesurable, ça on va le retrouver, et puis effectivement, vous avez parlé de feedback, de conversationnel, donc en fait, le point principal, on est d'accord, hein, ça se recroise avec pas mal d'éléments que vous avez partagés, c'est le côté interactif. Hein. Alors, ça paraît une évidence, hein, je suis tout à fait d'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire et comment notre objectif digital va être différent d'un objectif média traditionnel. Et souvent, les entreprises passent à côté. Premier point. Deuxième point, c'est ce que vous avez mentionné, c'est ce temps réel, c'est cette capacité à mesurer. On a des datas qui remontent en temps réel au niveau de l'entreprise, qui sont stockées alors, à différents endroits. Hein. Si c'est par rapport à notre site Internet, notre application, ça va être dans nos analytics, quel que soit l'outil qu'on utilise. Et puis, bien sûr, on a pas mal d'autres sources de données, hein, puisqu'on va aujourd'hui mesurer dans une logique omnicanal, c'est-à-dire tout point de contact confondu, que ce soit dans un monde virtuel ou que ce soit dans un monde physique. Et c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, notre marketing est complètement séquencé et individualisé. C'est aussi un des éléments que vous avez remonté, la personnalisation. On va déclencher des actions marketing parce que quelqu'un a fait quelque chose. Il a appelé le call center, il a mis quelque chose dans le panier sans concrétiser l'achat. Au contraire, il n'a pas acheté depuis 3 mois, ou c'est son anniversaire. C'est ce qu'on appelle ces triggers, la marketing, qui vont faire qu'on va déclencher quelque chose. Donc, ça va être tous ces éléments liés aux data qui vont faire que nos objectifs digitaux vont être différents. Alors, ça paraît relativement évident. On va voir ce qu'on peut en faire très concrètement juste après. Donc, ce qui est intéressant pour différencier le digital des autres leviers de communication, 360, c'est se poser la question suivante, c'est comment le digital vient enrichir mes autres leviers. Parce que souvent, quand on est une marque qui a un peu des moyens, on a un plan média traditionnel, sur les médias traditionnels, donc on atteint en général nos objectifs. Et très souvent, sur des entreprises qui sont peu matures, donc là, je parle pas des e-commerçants parce qu'ils ont poussé les logiques digitales jusqu'au bout, pas obligatoirement des pure players parce que c'est pareil, ils sont relativement matures, ou en tout cas pas non plus des entreprises dont le business se fait principalement en ligne. Je pense notamment à des entreprises B2B qui, par exemple, vendent des solutions SaaS. Elles sont très, très dans la conversion online, dans la génération de leads, dans laquelle elles ont poussé les logiques. Mais les autres, très souvent, en fait, le digital vient compléter le plan de com et du coup, on fait la même chose que ce qu'on fait en communication sur le digital. Alors, si on n'a pas atteint ces objectifs avec les médias traditionnels, c'est très intéressant. Effectivement, il faut le faire. Si on a la possibilité d'atteindre ces objectifs avec les médias traditionnels, c'est là où on va commencer à réfléchir de manière un petit peu intéressante, puisque le digital va venir compléter et enrichir mes autres leviers avec ces 2 points de spécificité qui sont la possibilité de générer une interaction et la possibilité d'être mesuré en temps réel. Mesurer en temps réel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se tromper. Hein, la culture du test and learn, du fail fast ou d'autres expressions, peu importe. On va tester des choses, on va mesurer l'impact et on va prolonger, stopper ou améliorer. Premier point. Deuxièmement, c'est se poser la question, quel est le rôle du digital dans mon plan d'action? Ça, c'est intéressant aussi comme question. À quoi va servir mon digital par rapport à mes autres médias? Une fois qu'on intègre cette façon de penser, ça change pas mal de choses. Parce que si on regarde maintenant, donc je décline, c'est ce que je vous ai dit, on va avoir une petite partie un petit peu théorique, c'est ce qu'on vient de faire, et ensuite on va regarder d'un point de vue opérationnel ce que ça veut dire, parce que finalement c'est ça qui intéresse les entreprises. Penser action et parcours, donc interaction, hein, puisqu'on s'appuie là-dessus sur le digital, ça veut dire qu'on va penser parcours. Et ça, c'est
intéressant. Alors, vous allez me dire, oui, c'est une évidence. Pas tout à fait. Est-ce que les clients sont tout à fait clairs et les entreprises sont tout à fait claires sur quel est le point A et puis surtout quel est le point B auquel je veux amener mes visiteurs, par exemple sur un site ou une appli? Ça, c'est moins évident, hein. Il y a encore pas mal d'accompagnement à faire là-dessus. Les sites sont relativement plats en deux dimensions, c'est-à-dire que la troisième dimension où on va gérer des parcours, des interactions en fonction de l'engagement qu'on va observer et surtout de la connaissance client qu'on a au préalable, pas toujours évident, hein. Donc, puisque c'est interactif, on va penser action, on va penser parcours. Ça, c'est vraiment le premier impact extrêmement concret. Et donc, du coup, ça veut dire qu'une campagne digitale va engager et non pas faire venir du monde sur un site. Ça, c'est un objectif de médias traditionnels. On fait du trafic, on fait un peu de la notoriété. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller plus loin. Que les gens viennent, c'est bien, mais surtout, ce qu'on veut, c'est qu'ils s'engagent sur un parcours. C'est là où on a atteint notre objectif, où on a bien travaillé, où on rentabilise notre investissement. Deuxième chose, puisqu'on a des datas qui remontent en temps réel, on va pouvoir quantifier, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se construire des tableaux de bord sur la base de KPI qui sont les KPI qu'on veut atteindre. Et encore une fois, je reprends mon exemple du KPI de trafic dont on a parlé juste avant. Puisqu'on peut interagir, puisqu'on peut engager le visiteur dans un parcours, allons un tout petit peu plus loin que le fait qu'il soit arrivé sur la page d'accueil, qui ne nous intéresse pas énormément finalement. Et donc, la mesure en temps réel, avec le tableau de bord, va nous permettre de piloter nos actions. Là aussi, c'est un point, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais juste comment est-ce qu'on va définir son budget avec le digital. Là aussi, c'est un changement de mindset qui est énorme par rapport à la communication traditionnelle. En général, en com traditionnel, alors, théoriquement, ça pourrait être un pourcentage du chiffre d'affaires. Dans la réalité, c'est plus souvent par rapport au budget qu'on a investi l'année dernière, avec plus 3, moins 3, plus 5, moins 5. Dans le contexte qu'on vit, ça va être relativement difficile, je pense, cette année et peut-être l'année prochaine, on verra. Mais en fait, avec le digital, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va absolument pas s'intéresser au budget qu'on a investi. On va s'intéresser uniquement, sur ma slide ici, aux objectifs. Alors là, si on regarde la première colonne de ce tableau, peu importe les chiffres, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est les objectifs qu'on veut atteindre. Et ça, c'est aussi une des complexités, c'est-à-dire que l'objectif digital est souvent chiffré, quantifié, c'est-à-dire qu'on va définir peut-être un nombre de visionnages d'une vidéo, peut-être un nombre de leads qu'on veut déclencher, peut-être un nombre d'achats. On va s'intéresser à ça parce que c'est grâce à cet objectif quantifié qu'on va pouvoir définir le budget. Comment est-ce qu'on fait? On applique le taux de conversion. Connaissant le taux de conversion, puisque ça, on l'a dans ses analytiques sur son site, on va connaître le trafic qu'il faut amener pour atteindre notre objectif, ici dans mon exemple de 415 000. Et donc, du coup, je sais qu'il faut amener 10 millions de personnes pour atteindre mes 415 000 ventes à la fin du parcours client. Et donc, du coup, ces connaissances, nombre de trafic qu'il faut que j'amène, je suis capable de bâtir mon budget. Donc, du coup, les impressions publicitaires ici m'intéressent finalement relativement peu, si ce n'est comme une conséquence de l'objectif quantifié que je veux atteindre. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est extrêmement important pour les entreprises. Alors, deuxième point stratégique sur lequel on peut se pencher sont les cibles, les cibles digitales qui sont elles aussi différentes. Alors, le premier point, et là, je vous invite à interagir si vous avez envie. Avant, on ciblait sur du socio-démo, sur les médias traditionnels. Bon, on donnait un âge, un niveau de revenu, un type de lieu d'habitation, famille, pas famille, etc. Qu'est-ce qui a vraiment fait bouger les choses aujourd'hui au niveau digital? Est-ce que vous avez deux, trois idées? Il y a un élément qui est majeur aujourd'hui qui fait qu'on n'est plus du tout dans le socio-démo. En tout cas, il est plus du tout intéressant, nettement moins efficace. Non, pas de... Alors, one-to-one, ça c'est certain, puisqu'on va pouvoir déclencher des campagnes liées à des comportements, on va le revoir, donc les personas, donc ça c'est les profils, les besoins clients, le comportemental. Voilà, c'est vraiment ça qui va changer. Alors, ça c'est la grosse évolution. Je vais revenir sur les cookies parce que c'est un point intéressant. Le comportemental change tout, puisque aujourd'hui, imaginons que, je ne sais pas, j'étais chez Renault en mission là, pendant 7 mois, je sais très bien à qui je vais vendre une Clio, j'ai mon profil socio-démo. Or, une Clio ou une voiture neuve, les gens l'achètent en moyenne tous les, on va dire, 4 ans.
Pendant 3 ans, je vais communiquer, la personne ne va pas l'acheter. Alors, je vais maintenir ma notoriété, je vais travailler mon image, je vais parler de mes plus produits, de façon à ce que la 4e année, la Clio soit achetée. Avec le ciblage digital comportemental, je vais pouvoir uniquement communiquer aux gens qui, en ce moment, ont un comportement qui traduit une appétence forte et une proximité avec un achat. Et là, ça change tout, hein, effectivement. Alors, je vais rebondir sur le dernier, le commentaire et le retour de Julien sur le cookie. Effectivement, il a tout changé puisqu'il va nous permettre d'historiser ce comportement, hein. Par contre, vous savez aussi la menace qui pèse là-dessus, hein, le cookie, menace qui est déjà concrète, hein, le RGPD qui est tombé au niveau européen il y a maintenant 2 ans, en mai, et Google et Chrome et Apple aussi qui ont supprimé les cookies des navigateurs. Donc voilà, on va vivre et on va passer dans une autre période où effectivement, les cookies ne joueront plus leur rôle. Donc, il y a des alternatives qui sont en train d'être étudiées, il y a des options qui sont posées qui vont faire que ça va changer. Mais en tout cas, voilà, c'est le comportemental aujourd'hui qui drive les cibles. On va s'appuyer sur leur comportement. Deuxième point qui est important sur les cibles, c'est leur maturité par rapport à vos produits. On va voir, je vais détailler et expliquer pourquoi la maturité impacte. Et le troisième point, il y a une nouvelle catégorie de cibles qui est apparue, qui sont les influenceurs, qui viennent perturber le jeu en positif ou en négatif, hein, par rapport aux marques, et qui doivent être à un moment donné intégrés dans les réflexions sur les cibles. Alors, je vais détailler maintenant d'un point de vue opérationnel qu'est-ce qu'on fait de tout ça sur l'aspect comportemental, très concrètement. Bon, premier enjeu, c'est la data. Si on n'a pas de data, aujourd'hui, on est incapable de connaître l'internaute, de deviner ses envies, ses besoins, et derrière, de lui délivrer, effectivement, comme vous l'avez dit, de la personnalisation, des choses comme ça. Donc, de lui délivrer une expérience client qui soit à la hauteur de ce qu'il attend. La data va nous permettre, par exemple, aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent de personnaliser un site. Par exemple, une homepage, une page d'accueil de site. Selon que l'on arrive, je ne sais pas si on est combien, on est une quarantaine ou cinquantaine là dans la visio. Si on arrive tous sur le même site, il est possible qu'on ait 50 pages d'accueil différentes. Pourquoi? Parce qu'on va arriver avec un historique et un parcours sur Internet, donc un historique avec des cookies qui va être différent. Donc, le site va se personnaliser. Puis, la connaissance client que va avoir la marque de chacun d'entre nous va être différente. Donc, du coup, elle va pousser plutôt certains contenus que d'autres en fonction de vos profils. Pareil sur la publicité. Le comportemental, les data vont nourrir la pub puisque demain, je vais pouvoir pousser des campagnes qui sont ciblé en comportemental, et ça, c'est la nouvelle façon d'acheter avec le programmatique. La maturité, alors en quoi la maturité va impacter en fait sur ma façon de traiter le digital et dans mes stratégies digitales et surtout dans mes plans d'action. Là, je vous parle de SEA, donc le SEA, sont les liens sponsorisés de Google. Comment est-ce que je vais pouvoir adapter en fait mes stratégies SEA en fonction de la maturité? C'est très simple. Une personne qui est non mature par rapport à une catégorie de produits va avoir des recherches sur Google qui vont être très génériques parce qu'elle n'a pas les termes techniques, les termes précis de la personne qui est mature. Donc, avec des termes génériques, je vais pouvoir toucher des gens qui sont en début de parcours, qui sont plutôt immatures. Avec des termes spécifiques, plutôt techniques, je vais pouvoir toucher des gens qui sont en fin de parcours. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont plus près de la concrétisation. Donc, avec ma stratégie de mots-clés, générique, spécifique, je vais cibler des gens qui sont à des niveaux de maturité différents. Bien évidemment, c'est pareil en emailing, puisque je ne vais pas proposer le même marketing automation en emailing selon que la personne est mature ou immature. Donc, selon le mot-clé à travers lequel j'ai pu capter le lead et l'adresse email, je vais lui envoyer un scénario email qui va être adapté. Ce n'est pas la peine de rappeler à quelqu'un qui est très mature sur un sujet parce qu'il s'est déjà documenté sur mon site, il a peut-être téléchargé un livre blanc, peut-être appelé le call center. Ce n'est pas la peine de lui renvoyer l'ensemble de la séquence marketing emailing. Non, je vais juste lui renvoyer peut-être le dernier email qui lui propose d'acheter ou d'essayer, ou peut-être les 2 derniers s'il y a besoin, pas plus. Idem sur le parcours sur le site.
comme je vais savoir que cette personne est mature, ben, je vais directement le faire arriver sur la page d'atterrissage qui va lui permettre de boucler l'achat. Alors que si c'est la personne immature, il va peut-être passer à travers 2-3 pages de façon à le faire rentrer dans le tunnel de vente et derrière générer de la conversion. Autre point, l'offre. Hein, est-ce que le digital va me permettre de faire évoluer mon offre, va me donner des opportunités? Alors là, il n'y a pas de recette, là, il faut vraiment réfléchir, mais comment est-ce que je peux profiter du digital pour enrichir mon offre? Là, je vais vous donner quelques exemples. Quand on est Booking, donc aux États-Unis, ils ont déployé ça. Quand on est Booking, ben, les gens m'utilisent pour aller réserver un hôtel. Il est très probable que s'ils vont réserver un hôtel, ils n'habitent pas dans cette ville, et donc comme ils n'habitent pas dans cette ville, ils ont besoin d'aller dans cette ville, et une fois qu'ils sont dans la ville, ils ont peut-être besoin d'une location de voiture. Voilà. Donc ça, c'est l'extension de l'offre grâce au digital. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement faciles. On fait un deal avec des partenaires, que ce soit du Expedia ou d'autres partenaires qui font de la location de voiture et des vols, et automatiquement, on intègre l'offre. On construit le business model qui va bien avec ce partenaire et c'est réglé. Regardez ça, au niveau de l'offre. Alors, là, on parle souvent, le terme à la mode aujourd'hui, c'est le CX, la Customer Experience. Donc là, c'est Ray-Ban. Vous voyez, je suis à distance. Alors, l'offre n'a pas changé. Par contre, c'est la façon d'accéder à l'offre. C'est un petit peu sa distribution qui est fondamentalement modifiée. Et surtout, regardez l'expérience. On connaît chacune des séquences qu'on voit là. Mais là, le gros avantage de l'appli Ray-Ban, donc c'est un robot, c'est d'avoir mis toutes les séquences bout à bout et in fine d'offrir une expérience, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui est quand même plutôt géniale. Je vais automatiquement, donc là on revoit la séquence, je demande un certain type de lunettes, donc il y a des modèles qui me plaisent. Je vais pouvoir voir l'ensemble de la gamme dans ce modèle Aviator ici. Je vais pouvoir choisir un modèle, je vais pouvoir l'essayer, puisque aujourd'hui, avec la réalité augmentée, c'est rien. On doit ça entre autres à Snapchat qui a vraiment popularisé ça. Une fois que je l'ai sur le visage, je vais pouvoir le partager avec ma copine, elle va me dire oui ou non, et puis derrière, l'achat est bouclé. Super expérience. Voilà, alors ça, je ne vous passerai pas la vidéo, je pense que vous la connaissez tous maintenant, mais c'est Amazon Go, où donc ce magasin Amazon dans lequel on rentre en s'identifiant avec son smartphone, donc on génère un code barre un QR code sur son smartphone, il y a une borne, on passe le QR code sur la borne et du coup on rentre, donc ça, pas compliqué. Et puis derrière, on va choisir les produits qu'on veut librement dans le magasin. On finit ses courses et on sort. On ne fait pas la queue, on ne va pas voir une caissière. On part directement avec ses courses et tout au long de mon parcours dans le magasin, il a détecté les produits que j'ai choisis, il a détecté que je suis sorti et il m'édite automatiquement la note par rapport aux courses que j'ai pu faire. Donc voilà, en termes d'offres, ça aussi, c'est assez intéressant. L'initiative d'État, c'est un test, on va voir s'ils vont le généraliser, mais vous pouvez, on sait tous que, surtout sur ce genre de produits de lingerie où il faut se déshabiller complètement, on n'a pas toujours le temps, pas l'envie, il fait chaud, il y a du monde, enfin, etc., où on n'est pas dans l'ambiance. État nous propose de partir avec les produits sans les payer, vous les essayez, puis vous avez un certain nombre de jours pour les rendre, pour les ramener. Alors, je vais vous passer un exemple Alibaba qui est très intéressant. Donc, vous allez voir, c'est sur la distribution automobile. Regardez un petit peu comment le digital aide à révolutionner l'expérience de la distribution automobile.
Bon. Ok, vous avez vu le principe, on voit une voiture dans la rue, on ne la connaît pas, il suffit de la scanner, de la flasher, il va automatiquement nous retrouver le modèle, nous donner toutes les infos techniques et derrière va nous faciliter la démarche pour générer un essai. Et puis si jamais au bout de 3 jours en plus en Chine on est satisfait de la voiture, on va pouvoir l'acheter directement en ligne avec le smartphone. Alors aussi d'autres exemples de comment le digital peut faire évoluer l'offre, des choses qui sont assez intéressantes, surtout dans notre période de confinement. Là, c'est des nouveaux business models. Voilà, on va se faire livrer en fait de la nourriture de restaurants qui n'existent pas. Hein. Il y a des business models, des entreprises qui se sont créées pour profiter des plateformes de livraison. C'est des business qui sont intéressants, de même que les dark stores qui existent maintenant, qui sont là uniquement, là c'est l'exemple de Walmart, uniquement pour préparer tout ce qui est commande en ligne. Donc le magasin est inaccessible au grand public, mais par contre ils ont reconstruit un magasin spécialement repensé pour préparer les commandes en ligne et gérer les commandes en ligne. C'est pareil, AirAsia, qui vend ses plateaux repas donc destinés aux avions à l'origine, qui va aujourd'hui les vendre directement à des clients. Nouveau business model, extension de l'offre. Alors, pensez digitalement vos contenus. Là, on va prendre quelques exemples. Il y a des choses intéressantes là. Hein. On ne peut pas être exhaustif, mais on va regarder quelque chose d'intéressant. C'est cette tendance à ce qu'on appelle l'UGC, User Generated Content, majeur aujourd'hui. Hein, majeur. Pourquoi? Parce que vous avez certainement une idée du nombre de personnes qui sont équipées au niveau mondial d'adblockers. Hein, vous savez, ces petites extensions de navigateurs qui permettent de bloquer les pubs sur les sites Internet. Aujourd'hui, on est aux alentours de 35-40%. On ne va pas se battre sur le chiffre, en fonction des sources, ça change, mais c'est à peu près ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de ras-le-bol de la part des gens vis-à-vis de la pub, et tout ce qui est contenu généré par les consommateurs, hein, cet UGC, devient extrêmement important. C'est pour ça que des approches comme l'inbound marketing aujourd'hui sont en vogue, puisque ce sont des alternatives à des solutions purement publicitaires. Aujourd'hui, on a confiance dans ce qui est partagé par les clients, on se méfie de ce qui est partagé, de ce qui est créé par les marques. La vue contenu, ça c'est hyper intéressant. Donc là, j'utilisais Google Maps pour me déplacer d'un endroit à l'autre. Bon. Classique, regardez ce qui apparaît en bas. Hein, donc, Uber me pousse une pub, me donne le prix pour aller de mon point A à mon point B, et tout de suite, je peux déclencher en fait la commande du taxi. Je veux dire, c'est le meilleur contenu, c'est la meilleure pub, c'est le meilleur endroit pour eux. Hein, ça, c'est vraiment de l'intelligence pure. On s'adapte au mieux au contenu, au contexte. On parle beaucoup de contexte marketing aujourd'hui. Là, on est vraiment dans du contexte marketing qui est extrêmement puissant avec cet exemple d'Uber. Si on va un tout petit peu plus loin, ce jour-là, je me suis laissé séduire, j'ai trouvé ça vachement malin. Du coup, j'ai pris le Uber. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais en course dans le Uber? Snapchat m'a débloqué des filtres exclusifs parce que j'étais dans un Uber en ce moment. Donc, le côté d'exclusivité, hein, aujourd'hui, c'est des choses qui fonctionnent extrêmement bien vis-à-vis des internautes. Très intéressante comme opération ici, plutôt maligne et plutôt opportuniste. Bon, ça, on connaît. Ça, c'est vraiment une tendance majeure qui est vraiment importante. C'est qu'est-ce que vous allez faire de vos contenus et comment vous allez les rendre interactifs. De façon à déclencher ici du e-commerce, en tout cas de l'engagement. Ça, c'est vraiment important. Donc, les photos ou les vidéos statiques, c'est bien, mais aujourd'hui, on va pouvoir rajouter des dimensions qui vont faire qu'on va pouvoir directement engager. Si on prend l'exemple de Google, Google enrichit aujourd'hui la réalité. Hein. Donc, il y a 2 ans, il nous permettait de nous connecter en scannant directement des codes. Il enrichissait une image avec l'image du chien. Il va enrichir avec cette réalité augmentée Google Maps. La nouvelle expérience de Google Maps, là, c'est celle qu'on voit, qu'on aura bientôt, avec des choses qui vont se rajouter sur le réel. Donc là, encore une fois, merci Snapchat qui a vraiment ouvert la voie à tout ça. Et puis, on va même aller, grâce à l'intelligence artificielle, avoir des contenus qui vont pouvoir être traduits en temps réel de manière immédiate. Donc,
c'est une autre gymnastique pour nos contenus. On a d'autres opportunités aujourd'hui qui sont là et qui sont hyper intéressantes. Ça, c'est l'exemple avec la technologie Google Lens qui va permettre en fait de comprendre au sein d'un visuel les différents produits qui le composent et de pouvoir avoir des solutions de chaises, donc toutes les chaises blanches ou tous les canapés bleus que Google a référencés. Automatiquement, à partir d'un visuel d'ambiance, on va pouvoir avoir les offres produits associées sur le fauteuil, sur le canapé, sur une table, sur une lampe, etc. Donc, c'est des nouvelles opportunités pour les marques qui sont hyper intéressantes aujourd'hui en termes de dynamique business et surtout d'engagement. Voilà, ça aussi, c'est des choses là qui vont arriver. Regardez le GIF, donc je cherche un guépard. La réalité augmentée va vraiment intégrer nos vies de manière significative. Donc, regardez la démo. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ça va être intégré en natif dans les téléphones. Donc, je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des développements complètement fous au niveau des entreprises. Directement, la technologie va être là et on va pouvoir jouer avec ça. Alors, vous avez déjà vu des exemples. On a pas mal vu l'exemple d'IKEA, il y a l'exemple de Decathlon, Burberry a utilisé ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà des exemples d'initiatives qui sont extrêmement intéressantes aujourd'hui, en tout cas en termes d'expérience client et puis surtout pour les marques. Voilà. J'ai fini la présentation. Alors, vous avez sûrement des questions auxquelles je vais répondre. Donc, je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole ou sinon on peut continuer à travers la conversation. Là, il n'y a pas de souci. Oui, alors vous pouvez soit lever la main et puis je vous donne la parole, soit vous posez vos questions. Là, il y en a une première qui demande en fait où est-ce qu'il y a des ressources pour faire des veilles sur le marketing digital, pour avoir les exemples que tu as pu évoquer sur Alibaba, sur les dark stores. Oui, alors ça, on édite en fait, on a une des offres dans mon entreprise là, qui est une offre d'inspiration avec des cahiers de tendance. Donc du coup, on a une veille qui est assez fournie. Ça se construit au fil du temps. Donc il y a des outils de veille, hein, bien sûr, qui peuvent vous aider. Hein. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez utiliser quelques outils de veille, mais c'est surtout vous qui allez la construire en fonction de vos centres d'intérêt, de vos thèmes de veille. Je pense que ce qui est hyper intéressant, c'est de commencer à suivre des gens qui sont plutôt des experts et plutôt influents dans votre domaine, en tout cas sur les thématiques de recherche que vous avez envie de suivre. Commencez à les suivre, regardez un petit peu ce qu'ils partagent, suivez ce qu'ils partagent. Ça vous donne déjà un bon premier moyen de démarrer votre veille. Vous pouvez aussi me suivre, je partage la plupart des choses que je vous montre, je les partage sur LinkedIn. Donc voilà, c'est pour amorcer la pompe et après vous allez trouver vos bons outils, vos bonnes plateformes. Il y a des plateformes de curation qui peuvent peut-être être intéressantes. Et est-ce que tu peux citer quelques exemples de plateformes justement que tu utilises? Il y a une question de vraiment préciser le nom des outils que tu peux utiliser ou des plateformes. Oui, alors en fait, maintenant c'est extrêmement individualisé. On est arrivé à un niveau maintenant où on suit des individus ou des entreprises. On n'utilise plus trop de plateformes, mais bon, on utilisait des plateformes à un moment, des choses comme Scoopit, des choses comme Feedly. Il y a différentes plateformes, mais surtout suivez les instituts d'études. Je trouve que c'est vraiment intéressant, le Gartner, des choses comme ça, Forrester. Ils publient pas mal de choses. Suivez des cabinets de conseil, des McKinsey qui partagent des études qui sont relativement intéressantes. Suivez des acteurs de la transformation. Il y a des agences qui sont relativement présentes sur la partie e-commerce, retail connecté. Donc ça, si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous pouvez y aller. Et puis, il y a des sources d'infos, des journaux, des magazines. Alors, il y en a un qui est assez marrant, qui n'est pas toujours digital, mais Soon Soon Soon, plutôt marrant, et des fois des choses relativement pointues. Après, sur des choses sectorielles, il y a Skift dans le tourisme qui publie des choses relativement intéressantes.
voilà, ça se fait vraiment. Après, il y a les grands salons, les grands événements qui sont des sources d'infos géniales. Par exemple, quand il y a la NRF à New York, chaque année en février, spécialisée sur le retail, là, vous allez trouver des choses vachement bien parce qu'ils partagent les keynotes. Il y a pas mal de synthèses qui sont faites après. Donc, ça, c'est vraiment des sources de veille hyper intéressantes, comme le CES, évidemment. Là, ça vous permet de vous nourrir pas mal. Et puis, il y a des gens sur LinkedIn qui sont vraiment très focus sur l'innovation. Donc, si c'est ça qui vous intéresse, vous allez les trouver. Vous allez les trouver au fur et à mesure. Ça se construit vraiment. Hein. Si vous voulez vraiment quelque chose de pointu, D'accord. passez un petit peu de temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous pouvez lever la main? Dites-moi. Nabila, tu avais levé la main depuis le début. Tu veux poser une question? Alors, non. Alors. Est-ce qu'il y a des choses remarquables sur le secteur des banques, des néobanques? Oui, alors là, c'est hyper intéressant. Oui, je ne vous ai pas tout montré, mais on a un temps qui est limité, malheureusement, mais il y a plein d'initiatives hyper intéressantes. Hein. La problématique principale des banques, alors pour les anciennes banques, c'est le trafic, hein, c'est qu'elles se retrouvent avec un stock d'agences, un stock de personnel en agence, et puis de moins en moins de flux. Donc, qu'en faire? La Deutsche Bank, par exemple, en Allemagne, à Berlin, a complètement repensé son concept d'agence de façon à régénérer du flux en faisant un point de passage au niveau du quartier. Donc, on peut faire des courses, on peut amener son gamin pendant un moment, on peut faire du coworking. Enfin, voilà, ils ont complètement redesigné l'expérience. Puis après, bien sûr, dans le domaine des banques, il y a toutes les néobanques qui révolutionnent. Là, pour le coup, on est plus dans l'expérience client. Hein. On peut avoir des avantages tarifaires, mais on est surtout dans l'expérience où on va pouvoir systématiser les approches à travers des applications, se faciliter la vie dans la gestion, et puis surtout l'accès à la création de comptes, et puis l'ouverture immédiate, sans parler évidemment de l'avantage prix qu'ils proposent, avec des offres qui sont plus limitées pour l'instant. Mais qui vont faire bouger les lignes. C'est pareil un peu dans les assurances. Hein. On a pas mal d'exemples où il y a de la disruption par rapport aux assurances traditionnelles qui sont quand même lourdes, poussives et un petit peu poussiéreuses. Donc, ils rebâtissent les modèles, ils identifient les pain points, ces points de douleur que peuvent avoir les clients dans la relation avec une assurance, avec une banque, et ce qui est pénible, et ils le disruptent, ils le changent en fait. Hein. Donc, ils proposent des passerelles, des raccourcis, d'autres façons de faire. J'avais il n'y a pas longtemps avec un client qui est dans le domaine de l'assurance. Lui, il assure des gros locaux industriels avec de la valeur. Par exemple, ils assurent le Louvre. Mais aussi des locaux industriels, c'est-à-dire une usine. Bon, ok. Et donc, du coup, il fait face à des sinistres. L'usine prend feu. Ok, le patron de l'usine, il n'a plus de moyens de production, donc son chiffre d'affaires s'arrête. C'est pas le coronavirus, mais c'est un peu pareil. Et donc, du coup, lui, sa priorité, c'est que son usine soit reconstruite le plus vite possible, parce qu'à partir du moment où elle se remet à tourner, il refait du chiffre. Donc, du coup, il veut absolument raccourcir le cycle assurance, expert, dédommagement, début des travaux, contrôle des travaux et puis redémarrage. Qu'avait fait l'assurance avec laquelle je bossais? Hyper malin en fait. Ils sont appuyés sur une urgence, un pain point pour le patron qui est il faut raccourcir le délai. Donc, ils sont appuyés sur un device qui est celui-là, le mobile qu'on a tous. Et comment faire sa déclaration avec eux? On prend en photo le local. Grâce à la photo, le local est géolocalisé. Donc, du coup, ils peuvent, eux, au niveau de l'assurance, regarder sur Google Earth ou Google Maps où se trouve le local. Comme ils ont un visuel du local, ils sont capables de calculer la superficie du local. Ils voient avec la photo à peu près les dégradations qui ont été faites. Ils sont capables de faire une estimation. Ils ont une base de mètres carrés. Ils voient les dégâts, ils font une estimation et ils ont raccourci en fait entre le moment où le gars fait sa déclaration, le moment où l'expert passe, rend son compte rendu et où on peut démarrer les travaux. Avant, il se passait 10-15 jours quand ça se passait bien. Là, maintenant, il est à 3 jours. Voilà, donc ça, c'est un avantage compétitif, c'est une disruption. Sur le process, on fait toujours le même métier, on assure simplement, on le fait très différemment.
D'accord. Alors, il y a une autre question donc, qui va en intéresser plusieurs d'entre nous, c'est est-ce que tu aurais des trucs pour conjuguer des termes génériques pour un public qui n'est pas mature et des termes plus spécifiques pour un public plus avancé pour un site internet? Et donc, comme il y a beaucoup de consultants dans l'audience, est-ce que tu as des trucs spécifiques pour les consultants? Oui, alors là-dessus, c'est vrai que c'est une question précise et technique, ça. Alors, je vais dire que le premier truc, c'est d'être clair sur votre stratégie. Hein. Qui est-ce que vous allez chercher? Est-ce que c'est des gens qui sont, alors si on est consultant, parfaitement au clair des problématiques, des sujets et donc du coup des expertises dont ils pourraient avoir besoin ou pas, hein, ou au contraire, c'est des gens qui savent qu'ils ont un problème et ils savent pas trop comment le régler. Ça, il faut le poser au début parce que ou pas, ou se dire on a clairement les deux cibles. Hein. Donc ça, c'est pas un souci. Et ça, on le travaille dans les stratégies SEO ou SEA, enfin référencement naturel ou lien sponsorisé pour nos clients qu'on pilote. On va travailler des cibles de niveau de maturité différentes. Du coup, c'est des campagnes qui sont différentes. Hein. C'est-à-dire que, alors là, c'est un peu technique, mais c'est vrai que quand on travaille sur Google Ads, la plateforme de publicité de Google, on va structurer des campagnes. Donc, on va créer deux campagnes, même si c'est pour vendre le même produit à la fin, le même consultant, la même expertise, le même service. On crée deux campagnes. Une campagne pour des gens immatures, une campagne pour des gens matures. Hein, pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas les mêmes mots-clés. Donc, on ne va pas avoir les mêmes annonces. Et surtout, c'est ce que je développais tout à l'heure, on ne va pas avoir le même parcours puisqu'on ne va pas imposer des choses à la personne qui est mature qu'il connaît déjà. Ce n'est pas la peine. Hein, vous allez générer du rebond. Donc, ça, c'est inutile. Donc voilà, c'est vraiment se dire ça. On a deux profils de cibles qui sont extrêmement différentes, donc on a deux campagnes différentes et derrière on a des parcours qui sont spécifiques. Quand on est sur du générique, on va avoir des parcours qui sont plus longs parce qu'il va falloir monter en maturité la personne, hein, c'est ce qu'on appelle du lead nurturing, on va nourrir en fait le lead pour le faire monter en compétences. Donc là, on va avoir peut-être une succession de 3 ou 4 pages, d'accord, par lesquels on va lui faire prendre conscience du problème, lui générer de l'intérêt, lui générer du désir, et puis à la fin peut-être le convaincre. Ou au contraire, quand on est avec des gens qui sont matures, on va vraiment travailler la fin du tunnel, la fin du parcours client, où là, on va vraiment bosser sur la conversion. Hein. Et c'est là où il faut bien travailler parce que on va travailler aussi ce qu'on appelle en remarketing, c'est des techniques publicitaires digitales, mais de façon à pouvoir réadresser un message à une personne qui n'aurait pas converti alors qu'on l'a nourri dans un parcours précédemment. Je ne sais pas si ça répond à votre question entièrement ou pas. N'hésitez pas à me relancer si jamais ce n'est pas total. Alors, question pratique dans le sondage, 1, je pense que c'est le plus mauvais, et puis 5, le top. Exactement, c'est ça. Euh, donc voilà, pour répondre à la question d'Arnaud. Et puis, ça permet de mettre en avant le fait qu'il y a un petit sondage, donc vous êtes déjà presque la moitié à avoir répondu. Donc n'hésitez pas à nous donner juste une note donc, sur 1 à 5 sur le webinaire. Et dans la partie conversation, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas à nous les mettre, qu'on puisse rebondir un petit peu. Là, il n'y a pas de nouvelles questions. Il y en a une de Camille, excuse-moi Isabelle. Je vois une question de Camille Bouquet. Mais c'est Euh, celle que je t'ai posée. c'est celle à laquelle j'ai répondu. OK. Voilà. Et du coup, si vous, soit de nouvelles questions, soit aussi des feedbacks ou des idées pour les prochains webinaires, donc un peu plus pour l'équipe WIM. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question? Je me suis souvent confrontée à des problèmes d'intégration, communication, synchro entre le digital et l'IT. As-tu des conseils? Alors, est-ce que tu peux préciser, Ludovic? Quel type de soucis? Parce que là, entre le digital et l'IT, c'est vrai que c'est un vaste sujet, ça. L'IT ayant souvent une vision extrêmement différente de la vision digitale, parce que centré techno, alors que nous, dans le digital, on est centré utilisateur, usage, expérience. Donc, ce sont deux mondes. Lorsque les équipes digitales et IT, ERP, Ouais. CRM sont séparées. Dans Ouais. un domaine spécifique ou tu as besoin de savoir quoi comme type de spécification, Pierre? Je ne sais pas c'est quel type de problème d'intégration, en tout cas.
On peut Attends, savoir. Ludovic, je vais essayer de te donner la parole, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Alors, Ludovic. Alors, j'ai essayé tout à l'heure, ça n'a pas marché, hein, mais... Ah, Non, puis- c'est bon, Ludovic, là? Allô? Normalement, tu peux parler. Ludovic? Bon. non. Non, mais sinon, Ludovic, détaille-moi un peu ton cas d'usage. Mais effectivement, c'est extrêmement classique, hein. ERP, CRM, donc oui, du coup, j'imagine que les passerelles sont mal faites entre les outils. Là, c'est vraiment un aspect technique, projet, problème de com et d'incompréhension. Alors ouais, incompréhension, alors là, c'est de la pédagogie, donc là, c'est un boulot de fond, on va dire. Euh, Au revoir. Au revoir à ceux qui doivent partir. Merci de vos retours. J'espère que c'était intéressant. Oui, Ludovic, pour bon, l'incompréhension, il faut vraiment faire de la pédagogie, vraiment faire de la pédagogie. Et je crois que c'est là où le cahier des charges, ou le descriptif fonctionnel, enfin, on appelle ça comme on veut, mais un document un petit peu rationnel de synthèse décrivant le besoin, va faire les liaisons parce que c'est vrai qu'on ne parle pas toujours le même langage et que l'IT peut se satisfaire de choses. Et ils ont raison de leur point de vue technique parce qu'elles sont solides, robustes, elles supportent la charge, etc. Mais malheureusement, ce ne sont pas nos indicateurs à nous digital. Voilà. Donc là, il faut vraiment exprimer son besoin clairement, le justifier éventuellement, et puis après, voir comment on avance concrètement sur la base des problèmes. Les problèmes sont toujours intéressants pour faire avancer les choses. Quels sont les problèmes qu'on rencontre, et puis du coup, quelles solutions de contournement ou de résolution on va pouvoir mettre en place. C'est vraiment des approches, le digital va vite et est très agile. Ça, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que quand on est dans une société où la DSI a le pouvoir et est puissante, le digital est très complexe. Hein, très complexe. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver avec leurs grosses solutions fermées et nous, on arrive avec des choses agiles, légères, ouvertes. Donc, oui, c'est deux mondes. Souvent, ce sont deux mondes. Après, il y a quand même des DSI, hein, qui ont pris le virage, heureusement, ils n'ont pas le choix. Mais on arrive encore à des situations un petit peu compliquées. J'étais avec un client comme ça hier. Donc, ouais, c'est la réalité. CTO, CMO, CIO, vous en pensez quoi? euh, J'en pense du bien, parce que là, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, je ne voulais pas le dire en intro pour ne pas flouter un petit peu le sujet, mais là, je dissocie volontairement dans l'exercice que j'ai fait, je dissocie le digital de la communication et du marketing. Or, aujourd'hui, c'est une vision de l'esprit, ça n'existe plus. Hein. C'est pour ça que effectivement le digital, alors quand ça a commencé il y a une dizaine d'années, on se disait, OK, le digital, c'est la com. Bon, ça, c'était la première étape. Puis après, on s'est aperçu que ça fait du e-commerce. Après, on s'est aperçu que ça impactait sur notre prix, sur notre stratégie de distribution, sur nos promos, enfin, sur l'ensemble du mix, en fait. Donc, oui, effectivement, relier tout ça, aujourd'hui, de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a plus vraiment de CMO ou de directeur marketing à l'ancienne. Il y a de plus en plus de directeurs de l'expérience client. Donc, ça veut dire qu'on a rajouté une jambe au directeur marketing, qui est la jambe expérience client et qui a beaucoup été amenée par le digital. Donc oui, moi, je partage cette vision-là. C'est vrai qu'un patron de l'expérience client, il va avoir le marketing, il va avoir la com et le digital. Il ne va pas y avoir un département digital qui va exister ailleurs dans l'entreprise, ce qui ne fait aucun sens dans tous les cas. Hein, de toute façon, quand vous êtes dans une entreprise où il y a un département marketing, un département com, un département digital, évidemment que ça ne se passe pas bien parce qu'il y a plein de tensions, il y a plein de frottements entre les trois. Mais c'est peut-être un bon moyen ou le seul moyen de démarrer et de commencer l'acculturation digitale. Après, il va falloir fusionner tout ça. Et effectivement, moi, je partage à 100%. On ne va plus avoir une seule personne. Alors, est-ce qu'il va s'appeler Chief Experience Officer ou autre chose, peu importe, mais je pense que oui, il va gérer l'ensemble, le marketing, la communication digitale. Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Bon, en meublant en attendant, moi je vous donne rendez-vous. Donc la semaine prochaine, on a un webinaire, même jour, même heure, sur le Lean Supply Chain. Donc si vous voulez vous connecter, vous avez a priori tous reçu la newsletter ou sinon on le publiera aussi sur notre compte LinkedIn. Donc voilà, un sujet assez différent, mais aussi un peu d'actualité. Je vois pas de nouvelles questions arriver. Je laisse une dernière chance. Pierre, est-ce que tu avais envie d'ajouter quelque chose ou... Non, je crois qu'on a couvert pas mal de points et il y a plein de trous dans la raquette, évidemment, parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement vastes. Merci à tous de votre participation, de votre temps et puis surtout de vos interactions. J'espère que ça vous a amené un petit peu de valeur Bah, a et ça priori, vous a oui, hein. Le- permis les- d'avancer sur le sujet dans notre période un peu bizarre. Et merci Isabelle de l'invitation et puis on pourra en refaire sur d'autres thèmes. Bah, merci beaucoup, Pierre. C'était une super première expérience. Les gens sont très contents hein, parce on a une grosse majorité de notes entre 5 et 4. Donc, je pense que les gens sont contents. Merci de t'être prêté au jeu, d'avoir apporté des exemples d'innovation mondiale et de nous avoir ouvert les chakras dans cette période un petit peu où on a tendance à être chez nous. Et puis d'avoir ensoleillé notre journée qu'il était déjà. Euh, donc bon courage à tout le monde en tout cas, prenez tous soin de vous. Si vous avez des besoins, nous, on est toujours là pour vous écouter, pour essayer de répondre à vos besoins, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis bon courage à tout le monde, hein, comme dit Leslie dans les commentaires, on est là pour vous et puis on espère que tout va au mieux malgré le contexte qui n'est pas forcément évident en ce moment. Voilà. Bon, bonne journée, puis à dans une semaine pour parler donc de Lean Supply Chain. Et merci encore, Pierre, pour tous tes éclairages. Merci à tous. Merci Isabelle. Au À revoir. bientôt. Au À revoir. bientôt.